Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts avec la rédaction de Pourquoi Docteur. Nous allons aujourd'hui aborder un problème qui préoccupe la plupart des hommes à partir de 50 ans, le sujet de la prostate et plus précisément le cancer de la prostate. C'est un des cancers les plus fréquents dans la population évidemment masculine en France. Pour répondre aux questions de nos internautes, nous accueillons le professeur Georges Fournier. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service d'urologie au CHRU, c'est-à-dire à l'hôpital de Brest, et vous allez, durant une vingtaine de minutes, apporter vos éclairages sur cette maladie, ses facteurs de risque, ses symptômes, et puis, évidemment, sa prise en charge. Et les questions que nous ont fait parvenir nos internautes portent justement sur tous ces sujets. La première que je vais relayer, puisque je viens d'évoquer l'âge auquel beaucoup d'hommes commencent à se préoccuper de leur prostate, eh bien, c'est à quel âge est-il raisonnable de consulter ? Écoutez, le domaine de la prostate, c'est traditionnellement, dans la culture générale, le domaine de l'homme vieillissant. Et donc, effectivement, consulter, il n'y a pas d'âge quand on a des symptômes. C'est-à-dire, quand on a un problème urinaire ou autre, il faut consulter quel que soit l'âge, y compris à 30 ans ou à 35 ans. En revanche, quand il s'agit de consulter, quand on n'a pas de symptômes, qu'on ne se plaint de rien, il est conseillé que ce soit plutôt après 50 ans, voilà, à partir de la cinquantaine, de pouvoir effectivement prendre un rendez-vous de consultation. Ce qui, au passage, n'est pas forcément très naturel, parce qu'à 50 ans, on est généralement en pleine forme, on ne se plaint de rien, et ça va être sans doute un des sujets des discussions et des questions des internautes, car au fond, la question, c'est est-ce qu'anticiper, est-ce qu'aller voir un médecin généraliste, un urologue ou autre, quand on n'a pas de symptômes, quel est le sens de cela et pourquoi faire ? Alors justement, et une des questions qui revient aussi, c'est on doit voir qui sont généralistes ou est-ce qu'on doit tout de suite aller voir un spécialiste pour l'interroger sur ce sujet ? Alors si on se met dans une stratégie qui est de plus en plus commune d'essayer d'anticiper les problèmes, est évident qu'on n'a pas de symptômes et on dit bon, je vais aller voir quelqu'un qui va me faire mon bilan prostatique, au fond c'est ça. Le bilan prostatique, si on le fait à partir de 50 ans, il va comporter quoi ? Il va comporter essentiellement un interrogatoire pour voir s'il n'y a pas de symptômes, bien sûr, et il va surtout s'intéresser à la prostate par l'intermédiaire de deux éléments. Le premier, c'est l'examen de la prostate, le toucher rectal, et le deuxième, c'est le dosage du PSA, prostatique spécifique antigène en anglais, antigène prostatique spécifique en français, et qui, lui, est là pour détecter, quand il est anormal, une anomalie dans la prostate, pas le cancer seulement, une anomalie dans la prostate. Donc, si votre médecin généraliste fait le toucher rectal, ce qui était le cas dans la culture française, dans les enseignements à la faculté pendant longtemps, alors il faut voir son médecin généraliste. Mais si le généraliste ne fait pas le toucher rectal, comme c'est un outil important, et je pourrais vous expliquer pourquoi, à ce moment-là, il faut voir un urologue et le médecin généraliste va dire bon, allez voir l'urologue, en tout cas, le généraliste est toujours en première ligne. Alors évidemment, on va revenir sur les modes de dépistage de cette maladie. Il y a une question aussi, c'est la présence d'un cancer de la prostate chez un parent. Est-ce que c'est un facteur de risque ? Alors c'est souvent une question qui apparaît chez des personnes qu'on voit en consultation, qui disent mon frère, mon père a eu un cancer de la prostate, est-ce que je suis touché ? C'est une analogie qu'on trouve ça aussi pour le cancer du sein, par exemple, puisque les femmes sont touchées par le cancer du sein avec une grande fréquence. Et donc, la réponse est « ça dépend ». Autrement dit, si vous n'avez qu'une seule personne, un homme de votre famille, au premier degré, c'est-à-dire le père, un frère, qui a un cancer de prostate, s'il n'y en a qu'un, ça peut être le hasard. Et donc, ça ne vous expose pas du tout à un risque supplémentaire. En revanche, on considère qu'il y a un risque de cancer dit héréditaire, ce qui est quand même une minorité de cas, quand il y a 3 cas au premier degré dans la famille, c'est-à-dire les 3 frères, ou bien le grand-père, le père, le fils, ou bien 2 cas découverts très jeunes, moins de 55 ans dans la famille. Et là, on s'intéresse pour savoir s'il n'y a pas un gène hérité qui vous prédispose à ça. Mais c'est une minorité de cas, moins de 10%. Il y a beaucoup d'internautes aussi qui s'interrogent pour savoir si certains modes de vie, des habitudes alimentaires, l'alcoolisme, enfin la boisson, le tabac, est-ce que tout ça peut augmenter le risque d'avoir un cancer de la prostate ? Alors, il n'y a pas d'élément qui soit formellement démontré. La seule chose que l'on sait, c'est, vous savez, pour démontrer qu'un facteur alimentaire ou autre a un effet, il faut que ce soit sur plusieurs années et les études ne sont pas toujours faciles à faire. En revanche, les observations qui ont attiré l'attention vers l'alimentation, c'est qu'en Asie, historiquement, très peu de cancer de prostate, ce qui est toujours le cas, et en Amérique du Nord, beaucoup de cancers de prostate, un ratio presque de 1 à 100. Et donc, il est logique, et il s'avère que dans l'histoire du monde, les Asiatiques ont migré vers les États-Unis et qu'on s'est rendu compte que génération après génération,
les Asiatiques avaient de plus en plus de cancers, sans atteindre le taux des Américains. Et donc, on s'est dit, c'est soit parce qu'ils ont quitté le soja, soit c'est parce qu'ils ont trouvé le hamburger. Et donc, on a cherché de ce côté-là pour essayer de voir ce qui était en cause. Et en fait, on n'a pas trouvé d'éléments vraiment déterminants. On sait qu'il y a une influence, mais on ne peut pas le dire. Alors, plein d'aliments ont été supposés, étudiés comme tels. Mais il n'y en a aucun qui ressort vraiment. Les ennemis habituels étaient de dire les graisses animales, c'est mauvais. Et puis, il y a des éléments protecteurs qui peuvent être... Alors, il y a plusieurs composés, hein. Donc, ça peut être effectivement la tomate est protectrice, le soja est protecteur, le thé vert également. Il y a toute une liste, le jus de grenade et autres, ok. Et régulièrement, dans la littérature médicale, il y a des études qui sortent. Alors, tout le monde s'excite un peu avec ça en disant, ça y est, il ne faut plus manger de ceci, de cela. Non, régime équilibré, il n'y a pas un élément évident, et donc il faut rester raisonnable. Voilà. De façon générale, comme vous le savez, il faut rester plutôt... il ne faut pas être obèse, parce que ce qui a été montré, c'est que les gens obèses avaient... ça pouvait accélérer la gravité des cancers de la prostate. Voilà, c'est le seul élément qu'on a un peu tangible. Donc existe quand même a priori le hamburger, en plaisantant. Une autre question qui revient assez souvent sur les causes de la maladie, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'activité sexuelle ? Ah oui, ça c'est un sujet qui a passionné. Il y a une étude il y a quelques années qui a dit, mais écoutez, alors c'était un recueil d'études en fait précisément, et qui disait qu'effectivement, que plus on commençait les rapports sexuels tard, moins on avait de risques. Tout ça pourquoi ? C'est parce qu'on disait qu'il y avait moins de risques d'infections sexuellement transmissibles et que donc l'infection pouvait être le lit du cancer. Donc on a dit plus vous êtes partenaire et plus vous commencez tôt, plus vous avez de risques. Et le deuxième élément, c'est que si on a étudié, alors c'est des enquêtes, le nombre d'éjaculations par semaine, rendez-vous compte. Et alors on dit à des gens combien il y a d'éjaculations, et on disait que s'il y avait au-delà de 4 ou 5, c'était protecteur. Donc, ça voulait dire que l'activité sexuelle en soi pouvait vous protéger. Je vous mets bien au défi de le vérifier. Hein. Installer un compteur, c'est compliqué. On en arrive maintenant à des symptômes. On a dit que oui, mais en fait, personne n'a de preuve vraiment déterminante. On arrive maintenant à des questions sur les symptômes. Le besoin d'uriner fréquemment, est-ce que c'est forcément un signe de cancer ou de maladie de la prostate ? Non, c'est majoritairement pas un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui, dans son histoire, quand elle évolue, et en général, ne donne aucun symptôme, et c'est en général le signe d'un grossissement de la prostate avec l'âge qui est tout à fait normal. Et donc, quand on a des symptômes, c'est pas parce qu'on a un cancer, c'est parce qu'on a un adénome de la prostate, et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Donc, le message, c'est que pour ceux qui veulent détecter un cancer, il ne faut pas attendre d'avoir des preuves urinaires, parce que là, à ce moment-là, ou alors ce sera un cancer très volumineux et qui donnerait des problèmes, mais ce serait déjà très tardif. Donc la réponse, non. Et justement, sur l'adénome de la prostate, on a une question, est-ce qu'entre adénome et cancer, il peut y avoir un doute sur le diagnostic ? Il n'y a pas de doute, en fait, ce sont deux entités bien distinctes. Le cancer d'une maladie, le cancer de la prostate qui se développe dans la prostate comme l'adénome, et souvent ils coexistent. C'est-à-dire que la plupart des hommes, à peu près tous les hommes, ont en vieillissant un adénome qui se développe. Donc ça, c'est un fait, c'est le vieillissement normal. Et chez certains, le cancer se développe au sein de la prostate qui contient un adénome. Ce sont deux maladies complètement distinctes. L'adénome ne prédispose pas à la survenue d'un cancer. Ça, c'est l'élément important. Je n'ai pas de symptômes, mais à 55 ans, mon médecin me déconseille, malgré ma demande, de faire un test de PSA. Pourquoi ? Grand débat, en fait. La question, c'est effectivement... Le PSA, il est là pourquoi ? Chez quelqu'un qui se plaint de rien, il est pour effectivement savoir si, en dosant le PSA, est-ce qu'il est anormalement augmenté ? Et si c'est le cas, il peut s'agir d'un début de cancer. Donc en fait, si on se met dans une procédure pour savoir si on a ou pas un cancer de la prostate, et ça c'est à partir de 50 ans qu'on se pose la question, on fait un dosage de PSA et un toucher rectal. Ça, c'est voilà. Alors si on le déconseille, on peut tous refuser de faire une mammographie pour un cancer du sein ou de faire un dosage de PSA pour le cancer de la prostate. Mais il faut savoir qu'effectivement, dans la prostate, c'est particulier, c'est qu'il y a eu tout un débat pour savoir si finalement on ne trouvait pas trop de cancer et que par conséquent, peut-être c'était pas la peine de les chercher. Parce que dans l'inconscient, enfin, dans les notions générales, le cancer de prostate, c'est une maladie du vieillard dont on meurt de toute façon avec le cancer, mais pas du cancer. Et ça, c'est inexact, puisqu'il y a plus de 8000 morts par an en France. Voilà. Donc, déconseiller le dosage de PSA, non, le médecin normalement ne doit pas le faire, mais il doit informer le patient à quoi ça sert, lui expliquer ce qui va l'attendre une fois qu'on a fait le PSA. S'il est anormal, on fait une IRM. S'il y a une IRM anormale, on fait des biopsies. Ça, c'est important à expliquer. Maintenant, on est dans un monde
où on ne fait pas un dosage de PSA comme ça, on doit informer la personne et lui dire « vous voulez faire ça, voilà pourquoi ». On reviendra, j'ai des questions aussi sur le sujet de la biopsie. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de gravité dans le cancer de la prostate ? Oui, c'est une de ses caractéristiques. Le cancer de prostate, c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile d'être compris et d'en parler, parce que le cancer de prostate a plusieurs visages. Il peut d'un côté, et c'est à peu près 40% des cas, être un cancer qui évolue extrêmement lentement et qu'il est actuellement, quand il est pris tôt, qu'il est conseillé de simplement surveiller. Et puis, il y a l'autre groupe qui fait partie des cancers qui, eux, sont plus virulents, ont plus d'agressivité et donc vont un risque, si on les laisse évoluer, vont un jour donner des métastases, ce qui fait la gravité de la maladie. Et ceux-là, effectivement, doivent être traités pour éviter une évolution fatale. Donc, deux visages très différents. Et c'est pas facile d'être compris, parce que certains disent, si vous faites un micro-trottoir, on va vous dire, bah, c'est pas grave le cancer de prostate parce que tu vois, c'est presque une maladie de vieillissement. Et puis, il y a quand même des morts. Alors, ceux-là, ils sont bien morts du cancer de la prostate. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelquefois un peu de défaut de compréhension, mais c'est bien connu. Il y a deux maladies distinctes qui se prennent en charge différemment. Deux questions pour rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate, mais mon urologue me parle de surveillance active. De quoi s'agit-il ? Eh ben, c'est exactement le premier cas. Vous faites un dépistage du cancer de prostate, on vous trouve un petit cancer, on l'étudie au microscope, on voit qu'il a des caractéristiques d'évolution extrêmement lentes, et on dit, bah, écoutez monsieur, on ne va pas se jeter sur votre histoire, on va juste s'assurer par une surveillance régulière qu'il n'évolue pas, ou peu. Et si c'est le cas, eh ben on vous maintient en surveillance 10, 15, 20 ans s'il le faut, c'est pas grave, vous êtes surveillé. C'est ce qu'on appelle la surveillance dite active, voilà. C'est issu de l'anglo-saxon, c'est la surveillance. Voilà, vous avez un petit cancer, bah écoutez, c'est un petit foyer, on va le surveiller et on verra bien. Voilà. Et force est de constater que dans un bon nombre de cas, on ne fait rien après. Hein. Voilà. Alors, autre question en rebond, un cancer de la prostate, on en guérit, ça se soigne ou ça se stabilise simplement ? La singularité du cancer de la prostate, c'est qu'on en guérit s'il est pris tôt, en fait, et traité comme il faut. En gros, si c'est un cancer qui a des signes d'agressivité, le deuxième cas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un cancer qu'il faut traiter sinon il donne des métastases, et bien s'il est pris tôt, on en guérit si on traite la source, c'est-à-dire le cancer dans la prostate. En revanche, au stade des métastases, on n'en guérit jamais. Effectivement, stabiliser, bloquer la maladie, la ralentir, mais on ne peut pas la guérir. Et c'est ce qu'on attendrait dans l'idéal, c'est-à-dire avoir un traitement qui guérisse même à un stade de métastase, ce qui n'est pas le cas pour cette maladie. Donc on est aujourd'hui, par nécessité, amené à plutôt le détecter au stade où on peut guérir. Quels sont les organes qui risquent le plus d'être touchés par des métastases dans le cancer de la prostate ? Oh, la prostate, c'est très simple. C'est l'os, c'est le squelette. Et quand on dit le squelette c'est un peu vague, hein, c'est tout l'organisme évidemment, mais en fait c'est le squelette diaxial, les os du bassin, la colonne vertébrale, ce sont les éléments principaux et les côtes. Voilà. Mais c'est jamais les jambes, les bras, etc. Ça c'est extrêmement rare. Donc l'os en premier. Il y a aussi les ganglions, etc. Mais en fait les autres organes sont rarement touchés, c'est l'os qui est principal. J'évoquais tout à l'heure beaucoup de questions aussi sur la biopsie. Donc, j'ai un internaute qui me dit « J'ai des symptômes pouvant indiquer un cancer de la prostate, je dois subir une biopsie. Y a-t-il des risques liés à cet examen et comment ça se passe ?» Ah oui, la biopsie, enfin, pour vos auditeurs, la biopsie, c'est un prélèvement avec une aiguille fine dans la prostate. La prostate est mal placée, elle est en avant du rectum, on la palpe avec un toucher rectal, bref, c'est quand même pas un petit bouton sur la peau. Il s'agit de quelque chose en profondeur. Pour ça, on fait une anesthésie généralement locale, voire plus si c'est nécessaire. On fait un prélèvement sur la zone qu'on a repérée dans la prostate à l'IRM. Et ensuite, on va effectivement le faire analyser au microscope et déterminer si c'est cancéreux ou pas. Donc, en fait, il y a des risques. En effet, parce qu'on passe par le rectum la plupart du temps, il y a un risque infectieux. Donc, on donne des antibiotiques avant. De plus en plus, on fait aussi non plus des biopsies par le rectum, mais par la peau juste en avant de l'anus. On appelle ça des biopsies périnéales, qui exposent moins au risque infectieux et qui nécessitent également une anesthésie. Donc, en fait, il y a des précautions, il y a quelques infections urinaires qui arrivent quelquefois, mais ça reste mineur une fois qu'on a respecté les précautions d'usage. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut donner des antibiotiques avant, faire un petit lavement du rectum s'il le faut, ou bien faire une biopsie par voie périnéale. Donc, un risque très modeste. Un internaute demande, il doit être traité par chimiothérapie, est-ce qu'il y a un risque d'effets secondaires et lesquels ?
Oui, la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie dans le cancer de prostate a assez peu de place. Elle a de la place dans des stades très tardifs de la maladie, quand il y a des métastases ou autres. Donc évidemment, c'est pas la majorité des cas. Mais force est de constater que comme toutes les chimiothérapies, elle a des effets secondaires. Bien sûr, l'image qu'ont toutes les personnes, c'est à peu près que la chimiothérapie fait perdre des cheveux, fait vomir, etc. Bon, tout ça c'est vrai, mais c'est vrai que pour les chimiothérapies utilisées pour le cancer de prostate, c'est moins vrai. Donc le sentiment qu'on a, si on pouvait faire une échelle de gravité, c'est que c'est une chimiothérapie qui est plutôt mieux tolérée que les autres, pour les autres organes. Et lorsqu'un cancer est repéré et diagnostiqué, quelle est la première thérapie qui s'impose? Comme tous les cancers, dès qu'il y a un diagnostic, on veut savoir quel stade de développement il est. S'il est pris tôt, puisque c'est un peu le cadre le plus fréquent maintenant, tout simplement par le fait qu'on fait de la détection précoce par le PSA et le toucher rectal, et bien à ce moment-là, le traitement qui s'impose, c'est celui qui va détruire le cancer, c'est-à-dire le cancer est situé dans la prostate, on va détruire la prostate, soit par une opération qui enlève la prostate et le cancer qui est dedans, soit par des rayons par voie externe, donc c'est comme des radios à forte dose, soit par des rayons par voie interne qu'on appelle la curithérapie. Et puis, il y a quelques traitements également qui utilisent la chaleur, les ultrasons de haute intensité, qui sont en fait une sorte de chauffe-prostate qui va détruire la tumeur par la forte chaleur. On appelle ça les ultrasons de haute intensité, le traitement IFU. Et donc, vous voyez, il y a toute une palette de traitements, mais qui concourent tous aux mêmes choses, détruire la tumeur au stade où elle est au départ. Voilà, c'est le principe général. Est-ce que le recours à la chirurgie ne concerne que les cas les plus avancés de cancer de la prostate? Non, le recours à la chirurgie, c'est quand on peut atteindre l'objectif qui est le suivant. C'est effectivement enlever la tumeur dans la prostate, donc enlever la prostate, enlever éventuellement les ramifications autour, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques, on appelle ça un curage ganglionnaire. Et puis, de plus en plus, même si la maladie a quelques métastases, assez limitées, on peut être amené effectivement à combiner à ce moment-là la chirurgie avec des rayons sur les métastases. Le but étant en fait de supprimer toutes les cibles de la maladie. Voilà. Par contre, la majorité c'est pour des cancers localisés. Quand il y a des métastases de façon importante, il n'y a plus de place pour la chirurgie. Est-ce que c'est une opération lourde et quelle est la durée de l'hospitalisation lorsqu'il est nécessaire de pratiquer une chirurgie? Oui, c'est une question intéressante parce que là aussi l'histoire a montré des choses différentes. C'est-à-dire que quand cette opération a été faite il y a 30 ans, c'était une opération considérée comme lourde, qui était hémorragique ou autre. Le monde a complètement changé par les techniques qu'on utilise maintenant, que ce soit des approches sans ouverture avec de la célioscopie, que ce soit avec la robotique qui aide à faire les opérations. Tout ça est devenu extrêmement sûr. Est-ce que c'est lourd? S'il faut 3 heures d'anesthésie pour faire une opération méticuleuse, la durée de l'anesthésie, est-ce que c'est un problème? Pour tout le monde, ça fait peur. 3 heures, c'est une grosse opération. Mais en fait, c'est parce que ça prend le temps de bien faire. Et donc, si vous voulez, ces approches mini-invasives, la célioscopie par exemple, sont des approches qui permettent de se remettre assez vite. Donc, derrière une opération assez longue, il y a une récupération assez rapide. Donc, l'hospitalisation, c'est moins d'une semaine en général, et une convalescence qui se limite en général au mois qui suit l'opération. Cela dit, on la réserve aux personnes qui peuvent avoir une anesthésie. Les plus âgés, on va plutôt choisir des traitements par radiothérapie parce qu'il n'y a pas de nécessité d'opération. Ou les gens fragiles, qui ont le cœur fragile, ceux-là, l'anesthésie est dangereuse, on ne va pas les opérer, bien sûr. Une interrogation qui revient beaucoup à propos de la chirurgie. Peut-on espérer avoir une vie sexuelle normale après une chirurgie de la prostate? Après une chirurgie de la prostate, donc la chirurgie du cancer, parce qu'il y a la chirurgie de l'adénome de la prostate qui est un autre sujet. Pour le cancer de la prostate, est-ce que l'activité sexuelle sera normale comme avant, si je puis dire? La réponse est non. Oui, elle ne pourra pas être normale comme avant. Pour une raison simple, c'est que si vous avez une opération de la prostate, déjà, même si, bien entendu, vous arrivez à faire une opération pour une maladie qui est petite, vous pouvez conserver les structures qui sont autour de la prostate, qui sont les nerfs de l'érection. Pour autant, déjà, si vous enlevez la prostate, vous n'aurez plus de sperme. Il n'y aura pas plus de fabrique de sperme. Donc déjà, il y aura toujours la sensation de l'éjaculation, le plaisir lié à l'éjaculation, mais plus de sperme. Donc déjà, les gens n'auront plus, ne peuvent plus avoir d'enfants bien sûr, et n'ont plus de sperme qui sort. Ça, c'est une conséquence systématique. Ce qui varie selon le type d'opération et ce que permet de faire la maladie, c'est est-ce qu'on peut conserver ou non les nerfs d'érection qui sont autour de la prostate. Si la réponse est oui, on peut revenir à une activité sexuelle qui sera laquelle? En très court.
Vous aurez un désir sexuel, c'est dans votre cerveau, c'est l'envie sexuelle, la libido, ce qu'on appelle, ça, c'est pas modifié. Vous aurez des érections si ça récupère bien, puisque vous aurez des nerfs qui vont communiquer l'envie sexuelle jusqu'aux artères de la verge et qui vont provoquer l'érection en cas de stimulation sexuelle. Si vous avez conservé ces nerfs et que ça fonctionne, vous aurez des érections comme avant. En revanche, ce qui va changer, je vous l'ai dit, c'est l'éjaculation qui va plus se faire. Mais la conservation d'une activité, d'une fonction érectile, donc le retour des érections, n'est pas systématique, bien sûr, puisqu'en fait, quand les cancers ont une certaine taille et qu'il faut enlever la prostate, eh bien, hélas, quelquefois, il faut enlever les nerfs d'un côté, voire les deux, pour des raisons de guérison, simplement. C'est qu'on ne peut pas laisser de maladie. Alors, beaucoup de questions également, et ce sera la dernière, parce qu'on va arriver au terme de cette émission. Beaucoup d'interrogations sur la manière dont il est opportun ou nécessaire de parler à son conjoint de cette maladie. Oui, je dirais, ça c'est le médecin qui vous parle, et puis l'expérience, il faut toujours en parler, bien entendu. Pourquoi il faut en parler? Parce que vous savez, dans le domaine du cancer, il faut partager cela pour bien comprendre. Parce qu'effectivement, apprendre qu'on a un cancer, c'est grave. Apprendre à un cancer, ça veut dire qu'il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir partager. Et puis, pourquoi le conjoint? Parce que les conséquences, et elles ne sont pas neutres, comme vous l'avez compris, sur la sexualité, peuvent être très importantes parfois. Ou bien, au contraire, être rassurantes si effectivement la maladie le permet. Et donc, il faut absolument partager. Et la règle générale, si vous voulez, si on a un homme qui vient et qu'on doit lui annoncer, parce que c'est le cas qu'il a un début de cancer, eh bien, c'est une chose. À ce moment-là, on lui dit, écoutez, peut-être on peut prévoir un deuxième rendez-vous pour en parler avec votre compagne, votre conjointe, votre épouse, peu importe, mais parce qu'il faut toujours entendre à deux, parce qu'il ne faut jamais oublier que la personne qui est en face, c'est une personne qui a un cancer et qui ne peut pas tout entendre d'un coup. Donc c'est mieux quand on est ensemble, et je pense qu'effectivement la réponse est oui, s'il vous plaît, échangez avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà. Merci beaucoup, professeur Fournier. Vous avez apporté des réponses claires et précieuses. Merci à vous tous pour votre participation à travers vos questions et puis pour votre fidélité à ces émissions Questions aux experts. Vous pouvez revoir cet échange avec le professeur Georges Fournier sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube, et évidemment nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook. Je vous dis à bientôt pour un prochain Questions aux experts avec Pourquoi Docteur.